Bonjour à toutes et à tous. Très bien, le micro fonctionne. Alors, je vais vous inviter à vous asseoir, s'il vous plaît. Et on va pouvoir débuter. Alors, merci déjà à toutes et à tous de votre présence sur un sujet aussi capital qu'est celui de la santé. Et merci encore à l'équipe de l'IEHCA de l'intégrer depuis quelques années à la programmation des rencontres François Rabelais. Je crois que c'est un élément qui est fondamental et qui est vraiment à la croisée de la sociologie, de l'histoire, de nos réflexions et le cœur de nos réflexions. Donc on va pouvoir débuter. On sait que de nombreux messages concernant l'alimentation et le poids corporel sont véhiculés dans la presse comme sur les réseaux sociaux, tels que sur TikTok, YouTube ou bien encore Instagram. Et ces médias diffusent des injonctions nutritionnelles. Et oui, notre nutrition, malheureusement, n'est pas à l'abri de diverses déviances et dérives. Parfois, ces injonctions nutritionnelles sont virales. Alors, comment peut-on échapper à ces injonctions autour de l'alimentation, de la santé, du poids et du corps ? Quels impacts cela a-t-il sur notre assiette, notre silhouette, notre quotidien et notre vie ? Comment un acte aussi intuitif que se nourrir peut-il être utilisé, déformé, influencé par les médias ? Alors, pour répondre à ces enjeux et alimenter un petit peu nos réflexions, je me suis entourée d'experts, de passionnés avant tout, qui ont accepté de partager avec nous leur point de vue et leurs expériences. Donc, je vais sans plus attendre leur donner la parole pour qu'ils se présentent. Ils sauront bien mieux le faire que moi. Et je débute tout d'abord en excusant Perla Servan-Schreiber, qui malheureusement ne pourra pas se joindre à nous puisqu'elle est souffrante aujourd'hui. On va commencer avec peut-être Caroline pour sa présentation. Il ne fonctionne pas. Oui. Merci Julie, merci pour l'invitation. Caroline Gauvreau, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute. J'ai une double activité hospitalière et libérale et je travaille dans un service hospitalier qui accueille des adolescents de 14 à une vingtaine d'années autour des problématiques de l'adolescence et pour certains d'entrer dans des problématiques psychiatriques plus adultes. Et dans le cadre de cette activité, j'accompagne beaucoup de patients qui ont des troubles alimentaires. Et par ailleurs, je fais de la recherche dans une association qui s'appelle EB. Et on travaille autour des questions sur les mondes numériques et l'adolescence. Et on a comme postulat de réflexion et d'accompagnement des adolescents sur des thérapies innovantes avec l'utilisation des mondes numériques dans la thérapie, et notamment des jeux vidéo. Et moi, je travaille en particulier sur la question des réseaux sociaux, et notamment sur les articulations entre image du corps et réseaux sociaux, ce qu'on développera un petit peu aujourd'hui. Merci Caroline. Jérémy, peut-être pour prendre la suite. Hop, ça fonctionne, ouais. Bonjour à tous, je suis Jérémy Gorski, donc je suis diététicien en libéral, plutôt spécialiste du comportement alimentaire. Donc je travaille à Lyon, je divise mon activité en visio dans toute la France, parce que je suis aussi créateur de contenu, donc mes patients viennent des réseaux. Je fais un peu ma patientèle à l'envers, moi. Je travaille aussi en cabinet. Ma principale activité aujourd'hui, c'est surtout la création de contenu santé, distancé de l'influenceur qui fait des placements de produits, etc. Donc je fais de la prévention contre la grossophobie, pour faire de la prévention sur les TCA, toutes ces questions d'image corporelle aussi. Je débunk pas mal d'idées reçues sur la nutrition parce que avec le flux d'informations qui viennent un petit peu de partout, on en parlera après, c'est souvent très compliqué pour tous les publics, malheureusement. Et je suis également auteur d'un livre qui s'appelle « De la tête à l'assiette » et qui permet un peu de se libérer de toutes ces contraintes alimentaires en remettant l'humain à la juste place et pour éviter de se considérer comme un poids, comme je le dis, et vraiment voir l'humain dans son intégralité. Merci. Eric, pour clôturer. Bonsoir. Il faut que je le remonte.
Voilà, ça marche. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Éric Birlouez, je suis ingénieur agronome et sociologue de l'agriculture et aussi de l'alimentation. Et puis, je ne suis pas historien, mais je me suis passionné depuis très longtemps sur l'histoire de notre alimentation et j'ai publié pas loin de 20 ou 25 livres plutôt grand public sur cette question-là. Et voilà, donc les autres activités, c'est de faire des travaux d'études, de recherche appliquée, d'être consultant et puis d'enseigner également au sein d'écoles d'ingénieurs et d'universités en France et à l'étranger sur les questions de comportement alimentaire, hein, la sociologie et puis également l'histoire de l'alimentation. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation et ce challenge. Alors moi-même, eh bien, je m'appelle Julie, je suis diététicienne nutritionniste et actuellement chef de projet du réseau OB Centre, voilà, qui est un réseau vraiment qui vise à développer les offres de soins et l'accessibilité à celles-ci pour les personnes en situation d'obésité au CHU de Tours. Voilà, et donc je vais être aujourd'hui votre maître du temps. On va essayer de respecter le timing et on va essayer d'animer au mieux cette passionnante discussion. Alors, je vous propose dans un premier temps de nous focaliser sur les échanges avec les intervenants autour de cette table ronde et ensuite on ouvrira les questions-réponses avec la salle aux alentours de 18h10. Donc on va pouvoir débuter effectivement cette première partie. Alors moi j'ai 30 ans, j'ai grandi avec la presse féminine que j'ai plutôt bien connue dans les années 2000 et lorsqu'on m'a demandé d'animer cette table ronde, j'ai dû installer Instagram et TikTok. Donc finalement à 30 ans j'étais déjà dépassée avec l'évolution de ces réseaux sociaux. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on puisse s'accorder sur certaines notions avant même de rentrer dans le débat autour de cette question qui va nous tarauder aujourd'hui et qui est injonction nutritionnelle médiatique, comment y échapper? Alors derrière injonction nutritionnelle, qu'est-ce qu'on entend? Peut-être qu'Éric, vous allez pouvoir nous éclairer un petit peu sur cette notion. Oui, alors déjà, c'est assez intéressant parce que le terme d'injonction, spontanément, a une connotation quand même qui est très négative. Si vous ouvrez un dictionnaire, vous lisez que injonction, c'est un ordre formel d'obéir sur le champ sous peine de sanction. Donc un juge, il peut vous délivrer une injonction à payer une amende, par exemple. Alors on se dit non, dans l'alimentation, c'est quand même pas tout à fait ça. Encore que, on va voir que c'est en réalité une question de perception. C'est-à-dire, il y a des personnes pour qui des messages nutritionnels qui vont sembler assez anodins pour d'autres personnes, du style, je ne sais pas, pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour, ou même peut-être pour la santé de la planète, pour le climat, mangez moins de viande, eh bien certaines personnes vont le prendre comme comme hyper liberticide, comme une atteinte à leur liberté individuelle, à leur autonomie, alors que d'autres vont dire, non, finalement, c'est du bon sens ou une recommandation de santé publique validée par des scientifiques et ça ne les gêne pas. Donc, vous voyez, selon les individus, la manière dont on perçoit le message, eh bien, c'est soit une injonction insupportable, soit au contraire plutôt un conseil bienveillant. Alors, il y a un peu de tout, c'est ça que je veux dire, et ça dépend aussi de la manière dont c'est reçu. Alors peut-être en termes sociologiques, puisque c'était ça qui m'était demandé, alors qu'est-ce que ça veut dire ces réactions par rapport à ces messages de santé publique? D'abord, ça témoigne, c'est un peu général ce que je vais dire, mais de ce qu'on appelle la montée de l'individualisme dans nos sociétés, ce qui ne veut pas dire l'égoïsme, ça n'a rien à voir. La montée de l'individualisme, c'est simplement que chacun est considéré comme une personne libre qui doit pouvoir exercer librement son libre arbitre, évidemment jusqu'à un certain point, être autonome dans ses choix, finalement, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez vous marier avec qui vous voulez sans demander l'avis de vos parents. Donc c'est plutôt une bonne chose, l'individualisme. Mais surtout, la multiplication ce qu'on pourrait appeler les injonctions, ou les normes, ou simplement les messages, les recommandations, selon les gens, ça témoigne quand même de la montée, évidemment de la préoccupation de santé dans notre société, donc ça c'est banal de le dire, de la montée également, et ça c'est très spécifique à la France, de faire un lien très étroit entre l'alimentation et la santé. Là, pour le moment, je ne parle que de la santé, mais la santé, c'est pas que la santé physique, c'est aussi la santé mentale et la santé sociale. Et puis on voit bien que ça témoigne également, et ça je pense qu'on va en reparler,
chez certaines personnes, pas seulement d'une préoccupation de santé et de santé au travers de l'alimentation, mais d'une obsession du manger sain. On évoquera sans doute l'orthorexie, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est non pas cette attention à la bonne alimentation. Je crois que vous, comme moi, vous avez envie de manger sain plutôt que malsain, mais quand ça devient obsessionnel, évidemment, là, ça peut poser problème. Et dans ce cas-là, les personnes qui sont en attente de conseils, de cadres et peut-être même d'injonctions vis-à-vis de l'alimentation, eh bien, sont a priori ravis d'avoir dans les réseaux sociaux ou même les médias traditionnels tout un tas d'informations qui ne va pas du tout les rassurer, mais en tout cas, ça répond à leur besoin de savoir. Et puis, ça témoigne aussi, je vais vite, d'une vision un peu binaire de la vie. Moi, je suis frappé de voir, peut-être plus dans les jeunes générations d'ailleurs, très souvent, quand je dis que je m'intéresse à l'alimentation, je ne suis pas nutritionniste, mais on me pose quand même des questions. Et c'est souvent, alors qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Qu'est-ce qu'il faut exclure? On est dans l'ordre du bon et du mauvais, du pur, de l'impur, du bien et du mal, si vous voulez, avec derrière un peu une tendance, pas chez tout le monde évidemment, heureusement, à une moralisation de l'alimentation. C'est-à-dire, on va dire il y a des bons aliments qui sont mangés par les bons citoyens, ceux qui font bien attention à leur santé, qui sont soucieux du bien-être animal, du climat, etc. Et puis il y a les autres qui mangent un peu finalement n'importe comment, et il y a un jugement négatif qui est parfois pas. Alors on y reviendra tout à l'heure. C'est une illusion de penser que nous sommes libres de nos choix alimentaires. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire également? Oui. Pour terminer sur l'aspect un peu historique et ne pas être trop long, c'est que les recommandations, voire les injonctions diététiques, pour ne pas dire nutritionnelles, mais diététiques, ça existe depuis la nuit des temps, depuis que les hommes font de la diététique. C'est au moins depuis 2500 ans. Hippocrate de Cos, celui qu'on considère comme étant le père de la médecine occidentale, était un obsédé des régimes alimentaires. Il avait compris, de manière intuitive et par l'observation, que l'alimentation était un facteur de bonne ou de mauvaise santé. Et d'autres avant lui s'en étaient bien rendus compte. Donc depuis toujours, on a eu des gens, des médecins qui ont dit, voilà, pour votre santé, vous avez intérêt à manger ceci, à ne pas manger cela, etc. Et Hippocrate ne disait pas que des bêtises d'ailleurs. Et enfin, la dernière chose, c'est que quand on parle d'injonction, on peut penser aussi, et là on quitte le champ complètement de la santé, aux interdits alimentaires. Il suffit que je cite l'interdit ou le tabou du porc dans l'islam, dans le judaïsme, l'interdit de mélanger des produits laitiers et des produits carnés dans le judaïsme, l'interdit de la viande de bœuf chez les hindouistes, le fait qu'on ne mangeait pas du poisson jusqu'à une époque récente, qu'on mangeait du poisson jusqu'à une époque récente en France. Donc on a aussi ce sont des injonctions, c'est pas nutritionnel, mais ça porte sur l'alimentation et ça n'a rien à voir avec la santé, contrairement à ce qu'on a pu dire et écrire. C'est tout à fait d'un autre registre. Donc voilà, l'alimentation est vraiment un domaine qui se prête bien finalement aux injonctions, aux recommandations. Alors parfois c'est individuel et parfois c'est collectif. Et je me permets de rajouter quelque chose qui avait émané de nos échanges en off pour préparer ce propos. Et Perla avait pointé quelque chose qui me semble très important de rappeler, c'est qu'une des premières injonctions contemporaines, c'est l'injonction économique, avec la question de la précarité et de l'inflation, et que beaucoup de gens sont dans des choix, dans des non-choix alimentaires, et que ça pose une vraie question aussi sur ce qu'on apporte comme propos aujourd'hui. Pour citer Perla. Merci. Jérémy, peut-être toi qui consommes, qui utilise les médias au quotidien, est-ce que tu as identifié des injonctions nutritionnelles qui sont particulièrement présentes? Est-ce qu'il y a un effet un petit peu d'évolution? C'est-à-dire les réseaux sociaux, est-ce qu'ils portent plus certaines injonctions nutritionnelles que la presse féminine auparavant? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Alors, j'ai connu la presse féminine aussi, de par les magazines de ma mère, qui m'ont aidé dans un premier temps à perdre du poids parce que j'ai eu des problèmes de poids quand j'étais plus jeune. J'ai développé des troubles alimentaires, pas par hasard pour le coup. Et tout à l'heure, on parlait de l'alimentation et des injonctions pour la santé. Moi, ce que je vois surtout sur les réseaux sociaux, c'est la mode du healthy qui est sortie, donc vraiment le manger sain, mais qui est quand même relié au poids. Idem dans les magazines, on tend vers des publications qui vont remettre l'équilibre alimentaire à la juste place, mais on a quand même toujours cette question de poids qui revient. Sur les réseaux sociaux, c'est frappant. Si on tape alimentation, on ne va pas avoir simplement des recettes, on va avoir des recettes sans gluten,
sans beurre, sans sucre, etc. Et il y a toujours des hashtags perte de poids, etc., etc. Et ça, c'est de plus en plus visible. C'est de plus en plus visible chez les jeunes aussi. Alors, j'ai supprimé TikTok depuis parce que je trouve que c'est l'enfer, cette application, où on trouve des conseils, alors qui émanent de l'ancien temps, on va dire, que je pouvais retrouver dans les femmes actuelles, etc. Voilà, régime 800 calories pour préparer l'été, etc. Et on retrouve en fait ces propos d'alimentation dissociée, on va manger pendant 3 jours des tomates, pendant 3 jours du riz, etc. Chez des ados qui donnent des conseils et qui font des millions de vues. Ça reste assez problématique. Donc ça évolue dans les magazines, on tend vraiment sur le propos de la santé. Dans les médias, comme la télévision, je pense qu'on a tous la télé. Quand on voit les pubs, on a un harcèlement de comme j'aime qui nous incite à calculer notre IMC et qui nous font, je trouve, nous poser des questions sur notre poids constamment, au lieu de replacer l'équilibre alimentaire encore une fois. Donc voilà, pour moi, ça reste une évolution positive dans certains médias, mais il y a toujours cette question de poids, de rapport au corps. Alors moi, je suis beaucoup sur Instagram, où on a des influenceurs, coachs sportifs, qui vont par exemple faire des retours de course en vidéo. La première image qu'on voit sur le retour de course, c'est la jeune femme en brassière qui monte ses abdos pour dire « regardez mes courses ». C'est toujours relié au poids et au corps, donc voilà. Ok, et dans le public qui consomme et qui suit ces médias, qui suit cette presse, est-ce qu'on a vu des évolutions, je ne sais pas, en termes d'âge? Caroline, est-ce que toi, tu as pu observer dans tes consultations des problématiques qui ont un petit peu évolué sous l'aspect populationnel? Alors c'est un sujet extrêmement important qui s'est invité dans nos consultations de thérapeutes d'adolescents, mais pas que, puisque évidemment que ça concerne les parents et ça concerne les plus jeunes aussi. Je parle des réseaux, mais je dirais que tout ça est en lien avec la révolution numérique. Aujourd'hui, l'âge moyen d'accès à un premier smartphone, c'est 9 ans et 9 mois. Donc 9 ans et 9 mois, alors peut-être c'est pas un smartphone au début, mais enfin ça va très vite. Ça suppose que l'accès à l'information, il a changé. On parlait de presse tout à l'heure. Moi, quand j'étais ado, c'était Jeune et Jolie. Et Jeune et Jolie, il y avait quelques courriers de lectrices et c'est comme ça qu'on pouvait glaner 2-3 informations. Aujourd'hui, il y a un accès qui est complètement différent et tant mieux sur plein de sujets. Et puis sur d'autres, ça renvoie à des problématiques qui peuvent être préoccupantes. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qu'on observe chez les adolescents? C'est un rapport au temps et un rapport à l'immédiateté qui est très différent, et aussi un rapport à l'illimité. Il y a quelque chose sur ce point de vue-là qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que tout est possible tout de suite, et on ne se sépare finalement jamais. Ça pose la question du travail du pubertaire, qui est une question d'autonomisation, d'individuation. Qu'est-ce qui se passe quand on peut être joignable à chaque instant auprès de ses parents, mais aussi auprès de ses amis? Et puis, l'autre grand sujet, je trouve, c'est la question de l'intimité et de l'intimité partagée qui est possible sur les réseaux. Alors, ce que partagent les adolescents, mais aussi à quelle intimité ils peuvent avoir accès sur les comptes d'influenceurs dont Jérémy parlait. Et cette culture, dans nos sociétés contemporaines, il y a des auteurs qui parlent de culture de l'extimité, pour expliquer cette façon dont les gens vont être dans un besoin de recherche de validation de leur propre expérience, de la narration de soi sur les réseaux. Et finalement, comment un ado d'aujourd'hui se repère-t-il dans ce flot de contenu, pour certains, un peu délirant. Alors, tu parlais de la culture healthy, le body bikini, le summer body, qu'est-ce que j'ai noté d'autre, les fit girls, tout ça, ça représente des millions et des millions de publications. Et le contenu est assez peu maîtrisé, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les contenus de certains influenceurs des injonctions nutritionnelles, même pour des thés amincissants ou des berlingots protéinés, pour des femmes enceintes ou pour des jeunes filles qui rentrent dans la puberté. Donc,
évidemment que ça pose des questions sur comment se repérer dans tout ça quand on grandit et comment on peut grandir à l'heure de cette révolution du numérique. Mon propos, il n'est pas du tout de diaboliser ces réseaux parce que je trouve aussi qu'ils sont une ressource incroyable, alors en termes d'information, on le disait, mais aussi en termes de modèles identificatoires pour les adolescents. C'est le lieu de l'entre-soi par définition. Ils peuvent exister loin des parents. Ils peuvent jouer de leur image. On parle de masques virtuels que les ados peuvent utiliser pour jouer de plein de facettes de leur identité. Et ça, c'est extrêmement intéressant à observer et de savoir que ça participe à leur construction. Mais l'envers du décor, c'est ce que ça entraîne, notamment à l'adolescence, sur la question des troubles alimentaires. Alors, les recherches sont très difficiles à mener aujourd'hui, puisqu'il y a un fait très simple, c'est qu'il n'y a pas de cohorte suffisante d'adolescents qui n'ont plus de réseaux sociaux. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, alors, ce que les études disent quand même, c'est qu'il n'y a pas de lien de causalité directe entre réseaux sociaux et anorexie. En revanche, il y a des associations. On sait qu'une fréquence et une intensité d'exposition augmentent le risque de troubles alimentaires et que ce que ça augmente, par contre, c'est l'orthorexie dont Eric parlait tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature sur la question. Oui, alors c'est vrai qu'il y a quelques études là qui ont pu démontrer en tout cas que cette fréquence d'utilisation des réseaux, d'Internet, en tout cas a engendré de plus fortes préoccupations en lien avec l'alimentation, la place du corps. Et ça, effectivement, c'est un vrai sujet. Je voulais aussi qu'on reprenne l'exemple du Covid, du confinement. En situation de crise sanitaire, on avait quand même la presse féminine qui continuait à nous donner des messages sur comment rester beau ou belle et ne pas prendre trop de poids pendant ce confinement, alors qu'en parallèle, on avait une pandémie qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas et qui faisait des millions de victimes. Alors, ma question, et celle que je vous pose à tous les trois, c'est quel est le risque, en fait, finalement, qu'on prend à consommer, à consulter eh bien, ces injonctions, ces messages nutritionnels sur les réseaux, dans la presse, à la radio, à la télé, et jusqu'où, finalement, eh bien, ces messages peuvent-ils influencer notre comportement alimentaire, notre rapport au corps. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'en regardant un message sanitaire à la télé, ça peut m'impacter, moi, en tant qu'individu ? Oui, alors, effectivement, il y a des impacts, c'est évident, mais ce que je voulais dire peut-être, c'est que finalement, il y a beaucoup de choses qui influencent nos représentations, nos croyances, nos attitudes et nos comportements, nos pratiques vis-à-vis de l'alimentation. Il faut vraiment renoncer je parlais tout à l'heure d'individualisation, voilà, c'est ma liberté, mon autonomie que je dois préserver. Et en fait, c'est une illusion, parce que on n'est pas personne ici dans la salle, et moi non plus évidemment, nous ne sommes pas des mangeurs libres, autonomes, sans nous en rendre compte. On est influencé, mais pas seulement par les réseaux sociaux. On est déjà influencé par notre propre psychologie, voilà, enfin, évidemment, et puis par nos environnements au pluriel, notre environnement familial qui nous a habités. Voilà, qui nous a mis... Et c'est pour ça d'ailleurs que faire changer ces habitudes alimentaires, c'est extrêmement compliqué. Il y a une très forte inertie au changement parce que ces habitudes, on les a héritées depuis la petite enfance de manière, sans nous en rendre compte. On a été éduqués à manger certains aliments, à ne pas en manger d'autres, à se comporter d'une telle ou telle manière, etc. Donc il y a l'environnement familial, il y a évidemment l'environnement social, et là pour les ados, mais pas que les ados, c'est important, c'est la conformité, on veut se conformer au groupe pour être accepté par le groupe, ou on veut ressembler dans une espèce de prétention d'accès à un autre groupe, donc on veut être comme eux. Il y a évidemment l'environnement informationnel, médiatique, on en parle, l'environnement matériel, on me dit de manger des fruits et des légumes frais, enfin frais c'est mieux encore, mais si en rentrant du travail, je n'ai pas sur mon chemin de boutique qui me propose des produits frais
à des prix accessibles, tant qu'à faire, ça va être compliqué. Donc voilà, il faut vraiment, et notre cerveau aussi ne nous aide pas toujours à faire des choix. Donc ce que je voulais dire en préalable, c'était ça, c'est que l'influence, c'est pas que celle des réseaux sociaux, elle est réelle, hein, je ne la nie pas, on vient d'en parler, mais il y a tellement de choses qui ont un impact sur nos pratiques alimentaires. Et alors l'autre risque, avant de passer la parole, c'est effectivement ce que l'on appelle, mais ça depuis longtemps, pas que depuis les réseaux sociaux, la cacophonie diététique. C'est-à-dire que les gens... voilà, je parlais d'Hippocrate de Cos tout à l'heure, il y a 2500 ans, il a dit des trucs pas stupides. Alors évidemment, pas du tout basés sur la science nutrition telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais de l'intuition, du bon sens, de l'observation, de l'empirisme. Que dit Hippocrate? Ce que disent finalement les nutritionnistes intelligents d'aujourd'hui, qui disent, eh ben pour bien manger, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Bien manger, c'est d'abord la diversité. Et les nutritionnistes nous montrent bien que plus vous mangez varié, plus vous avez de chances, ce n'est pas une garantie absolue, mais plus vous avez de chances d'avoir un équilibre alimentaire, tout simplement parce que vous variez les nutriments que vous incorporez, que vous ingérez. Hippocrate parle de modération, pas d'excès, hein, évidemment. Le chocolat, c'est super, un carré, 3 plaques, c'est un excès, c'est pas forcément bon pour la santé. Adaptation de l'alimentation à chacun. Là encore, c'est il y a 2400 ans, vous trouvez ça dans les textes. On est un homme ou une femme, on est jeune ou moins jeune, on est en bonne santé ou malade, on s'adapte à la région, etc. Donc, et c'est ça un petit peu, ce bon sens de l'alimentation qui est aujourd'hui un petit peu perdu par toute cette cacophonie diététique. Comment 5 fruits et légumes par jour? Oui, mais ce matin, j'ai vu un reportage où j'ai entendu, j'ai lu sur mon smartphone, qu'on avait de nouveau trouvé des tas de pesticides. Alors qu'est-ce que je fais? J'achète bio, mais non, il y a la contrainte du pouvoir d'achat, je ne peux pas me le payer. Alors est-ce que je mange quand même, malgré tout, des fruits et des légumes, ou j'en mange pas parce que j'ai quand même la trouille des pesticides? On me dit, j'avais l'idée que le poisson était un aliment santé. Mais l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité des aliments, me dit 2 fois par semaine, c'est bien, ou 3 maximum, et varier les poissons pour varier les contaminants. Donc les gens ne savent plus à quel saint se vouer, S-A-I-N-T, mais plutôt S-A-I-N en l'occurrence. Donc voilà, un des risques, c'est que les réseaux sociaux en rajoutent, et à mon avis beaucoup, dans la cacophonie diététique, dans les contradictions, ce qui fait que les gens ils savent toujours pas quoi manger parce qu'ils sont un peu, comme on le disait, obsédés sur la perte de poids et donc tel aliment qui est bon pour ça ou tel autre qui est mauvais pour ça. Alors effectivement, les gens sont perdus et il faut aussi faire la part des choses sur les réseaux sociaux notamment et bien se rendre compte, en fait, on en parlait tout à l'heure, qu'on a des diététiciens qui sont connectés comme moi et qui vont donner des conseils qui sont sourcés par des recherches, voilà. Et on a de plus en plus en fait des personnes qui s'auto-diplôment, coach en TCA. Alors, pour moi, c'est les pires. Voilà, c'est des personnes qui ont vaincu les TCA et qui pensent avoir gagné un master en psychologie, etc. Et ça, c'est problématique. On a des conseils et des expériences de vie et le côté, voilà, ça a marché pour moi, donc faites-le. Alors que, comme tu le disais, Eric, c'est vraiment au cas par cas, donc c'est vraiment personnalisé. Et effectivement, il y a cette cacophonie et les personnes ne savent qui écouter. C'est ça la problématique. Il y a aussi la problématique du voilà, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais. Moi, je le vois surtout en consultation où les personnes veulent ressembler à. C'est extrêmement compliqué. Donc, j'ai des jeunes adultes en consultation qui sont malheureusement greffés aux réseaux sociaux où on est encore sur voilà, qu'est-ce que je peux faire pour transformer mon corps. Si on prend l'exemple des protéines, aujourd'hui, si on parle de protéines, je suis persuadé que la plupart des personnes vont me dire que c'est pour prendre du muscle, alors qu'on mange des protéines pour avoir de la sérotonine et gérer l'humeur, pour avoir des cellules qui sont bien construites, des cheveux forts, etc. Et voilà, il y a toutes ces infos qui sont dénaturées par les réseaux et malheureusement par les magazines aussi. Et je crois qu'il y a 2 points complémentaires dans ce qu'on évoque ce soir, c'est la cacophonie autour de la diététique et des injonctions et la valorisation de la minceur, et ce que tu évoques là, autour de l'image. Et effectivement, que dans les magazines et dans la presse, moi qui ai grandi dans les années 90,
on avait les mêmes formes de représentants de la minceur, et je pense notamment aux mannequins très célèbres de l'époque, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, etc. La différence avec ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'on ne les suivait pas 24 heures sur 24 sur les réseaux. Et qu'est-ce que ça fait que d'être dans l'assiette de Cindy Crawford ou dans l'assiette de telle influenceuse, ça produit des effets. Et tu parlais de retour de course tout à l'heure, comme, je ne sais pas comment on dit, voilà, hall de course ou une journée dans mon assiette, ou enfin ce type de contenu sur les réseaux. Évidemment que ça produit des effets. Quand on voit quelqu'un manger des épinards avec des graines de chia, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est devant sa plâtrée de pâtes. Donc, qu'est-ce que ça immisce en termes aussi de confiance en soi, d'assises narcissiques, etc. Ben oui, moi je cuisine pas, ou j'y arrive pas, et évidemment cette question de la culpabilité. Peut-être que ça peut renvoyer également, je ne sais pas, le fossé des inégalités sociales. On ne l'a pas forcément évoqué dans notre préparation, mais j'y pense. Dans l'accès à l'information, est-ce que ça, vous avez vu une différenciation, hein, quand on voit un petit peu la trajectoire de la presse, de la place de la presse, de manière historique également. Et voilà, est-ce que le réseau vient creuser ces inégalités sociales? Est-ce qu'il les renforce? Et également, la question va se poser sur le versant culturel aussi. Voilà, le vrai enjeu de la diffusion d'un message pour tous et le manque d'adaptation et d'individualisation de ce message. Donc voilà, culture, inégalité sociale, est-ce que ça vous parle? Alors, je n'en sais rien sur les réseaux en particulier. Ce que je peux juste dire, c'est que les troubles alimentaires sont transclasses, si je puis dire. Enfin, en tout cas, dans la clinique, on retrouve ce type de pathologie dans différentes classes sociales. Aujourd'hui, hein, en 2023, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On parlait de pathologie de riches, d'ailleurs, à une certaine époque. Sur la question de l'accès à l'information et sur la question de la sélectivité de cette information, je n'ai pas la réponse, Julie. Je n'en sais rien. Moi, j'avais une autre question pour toi, Jérémy. Tu as commencé il y a donc quelques années en tant que diététicien en libéral, comme certains dans la salle. Maintenant, tu t'es plutôt spécialisé sur ces consultations qui sont en lien aussi avec cette création de contenu. Est-ce que tu as vu finalement la place des réseaux sociaux dans les consultations qui a changé? Enfin, je ne sais pas, moi j'ai commencé il y a 10 ans en libéral. On ne parlait absolument pas de cette question de votre rapport à l'écran, rapport au réseau. Donc, est-ce que dans le profil peut-être des mangeurs qui te consultent, tu as vu une évolution de ces profils? Alors, j'ai commencé à être diète en libéral il y a 10 ans. J'ai vite arrêté parce qu'on était vraiment dans le côté je maigris pour maigrir, etc. à l'époque. Donc, c'était vraiment le côté amaigrissologue. Maintenant, la diététique évolue. C'est moins l'image du diététicien donneur de régime. On va vraiment travailler sur la personne tout entière, comme je disais tout à l'heure. Là, j'ai un biais, parce que tous mes patients viennent de mes réseaux, même si je ne fais pas de pub dessus, ils arrivent forcément à me retrouver. Et il y a ce biais de, j'ai des troubles alimentaires parce que j'ai consommé ces contenus, j'ai du mal à m'écouter parce que je veux absolument faire comme mon influenceuse préférée, etc., même chez les adultes qui baignent dedans depuis quand même assez longtemps. Moi, ce que je vois, c'est du positif dans mes consultations parce que je me sers aussi des réseaux pour traiter le rapport au corps. Je vais partager des comptes qui sont bienveillants, body positif, même si aujourd'hui je pense qu'il y a des grosses limites à ce mouvement aussi, comme tout mouvement. Donc je m'en sers pour situer l'image corporelle, montrer aussi que le corps ne fait pas tout, ça ne fait pas notre valeur. Je me sers des comptes body positive pour montrer la posture de ces femmes qui se prennent en photo alors qu'elles font 120 kilos, etc. Et il y a aussi tout l'effet néfaste de la chose, c'est-à-dire que souvent je vais dispenser des conseils, des exercices pratiques, parce qu'il n'y a que la pratique qui fonctionne, la théorie ça va bien un moment, mais il faut aussi pratiquer les choses. Et entre deux consultations, on est retombé sur un article ou un post d'un influenceur à 8 millions. Et en fait, tout ce que je raconte, alors que je suis professionnel et l'influenceur, non.
en fait, ça passe aux oubliettes parce que on voit son résultat sur son corps, etc. Donc il y a vraiment ça qui joue. On est là pour ça, pour répéter, pour apprendre à avoir du recul sur les images et tout ce qu'on voit. Tout à l'heure, on en parlait. Les personnes il y a beaucoup de personnes qui me disent, voilà, je viens vous voir parce que je ne me trouve pas dans la norme. Quand je pose la question, c'est quoi la norme? En fait, c'est les fit girls. Alors, malheureusement, une étude montre que le fit body, c'est le corps le plus sain. Après, si c'est l'enfer pour y arriver, c'est pas sain du tout pour moi. C'est souvent le cas des patients, malheureusement. J'ai perdu le fil. Les fit girls. Les fit girls, oui. Du coup, en fait, c'est l'algorithme fait que quand on commence à s'intéresser aux posts de Justine Galis, Juju de Fitcat, qui sont des influenceuses fit girls, en fait, il n'y a plus que ça qui apparaît sur le fil d'actualité. Et en fait, on intègre qu'il n'y a que ce corps qui existe. Et là, si vous baladez dans Tours, vous verrez aucune fit girl, je pense. Donc il y a cette distance à apprendre aux patients, et c'est pour ça que les réseaux, il y a cet aspect positif, mais il y a aussi tout négatif. Et l'aspect positif, comme tu disais tout à l'heure, avant on avait les magazines avec les lettres ouvertes où on parlait, voilà, j'ai plus mes règles, est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, les réseaux offrent tout ça gratuitement. On parlait des inégalités culturelles, le budget, etc. Moi, j'ai beaucoup de demandes de consultation en message privé. Et quand je dis, voilà, j'ai pas le droit de le faire, déjà, il faut consulter. Il y a vraiment ce côté aussi, voilà, j'ai pas les moyens, donc je viens prendre l'information sur Instagram. La question à se poser, c'est est-ce que l'information que je reçois, en fait, elle est vraie? Et est-ce qu'elle me sert à moi? Est-ce qu'elle est adaptée à moi? Oui, non, mais c'est très intéressant et ça montre bien qu'on parlait tout à l'heure des grandes évolutions de la société, mais depuis 3 ou 4 décennies, il y a quelque chose qui est quand même très frappant, qui est l'évolution du rapport au corps. On est dans une société de la performance, donc il ne faut jamais dire qu'on n'est pas en forme, ni dans l'entreprise, ni ailleurs. Donc il y a la vitalité, la forme, le corps mince, svelte, musclé. Enfin, en santé mentale aussi, dont vous avez parlé. Il faut aller bien. Et il faut aller bien dans sa tête, absolument. La santé, c'est physique, mentale et sociale. On est bien avec les autres, on a des millions d'amis sur les réseaux, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très impactant, malgré tout. Même si je disais qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent nos comportements alimentaires, je pense que cette nouvelle vision du corps, du rapport au corps, ça a beaucoup d'impact. Et puis derrière, il y a aussi quand même un très très gros business de la minceur, de la forme, de la santé, dans tous les exemples toutes les déclinaisons qu'on peut imaginer. Donc je pense que c'est pas un petit sujet. Je pense qu'il faut être vraiment vigilant sur ce rapport au corps et ce que ça implique en termes de comportement des individus. Et je rajouterai sur ce point, alors tu parlais de normes, Jérémy, on parle donc de effectivement rapport à une exigence sociétale de performance, de réussite, où toute écart, faiblesse, en tout cas, sont entendus comme ça. Je voudrais dire un mot du mouvement du body positivisme. C'est un mouvement qui a éclos il y a quelques années maintenant sur Instagram. Il a éclos ailleurs et il a été très développé sur les réseaux. C'est important de revenir aux sources du mouvement, puisque c'était initialement un mouvement, je dirais, plutôt politique, qui visait à lutter contre l'invisibilité de certaines populations, notamment de femmes, de jeunes femmes noires américaines qui pouvaient avoir des problèmes de poids et qui ne se sentaient pas représentées dans la société, dans les médias, etc. Et donc, ça s'est étendu et ça a été valorisé par les réseaux et ça a permis à un grand nombre d'hommes et de femmes de se sentir peut-être plus en accord avec leur corps, même s'il n'était pas tout à fait normé. Et on en voit les effets, je veux dire, moi j'en vois les effets en consultation, il y a des jeunes gens qui s'affranchissent beaucoup plus, on sort de certaines normes sociales que j'ai rarement vues, je pense même à l'épilation, à des choix vestimentaires, etc. Mais
de ce mouvement de lutte contre l'invisibilité, on est arrivé à une reprise marketing et commerciale, puisque évidemment les marques ont compris qu'il fallait s'adresser à d'autres publics et que ce corps différent finalement redevenait très normé, puisque c'était des jeunes femmes qui faisaient du 40 et plus les personnes du tout concernées. Donc ça pose la question évidemment de la récupération, mais au-delà de ça, il y a aussi une injonction dans le body positivisme, c'est-à-dire qu'il faut aimer son corps. Et il y a plein de gens, et peut-être Jérémy, tu peux en parler par rapport à tes consultations, mais ça crée des dissonances. Il y a des gens qui n'aimeront jamais leur corps, et il n'y a pas de souci avec ça. Tant que ce corps est respecté, tant qu'ils ne sont pas victimes de propos grossophobes, de moqueries dans le milieu scolaire, il n'y a aucun sujet. Si on peut ne pas aimer son corps et avancer dans la vie. Je te laisserai la parole sur la question du body positif. Je voudrais juste rappeler qu'on entend encore aujourd'hui, et je reviens aux ados, mais des choses vraiment difficiles qui se pratiquent toujours. Je pense au sport, par exemple, et au rapport qu'on a au sport et aux inégalités, je dirais, surtout quand on est adolescent face à ces questions. Choisir un meilleur d'une équipe et faire sélectionner ses camarades devant d'autres camarades, c'est quand même un exercice particulièrement violent et compliqué. Et ça, c'est des choses qu'on entend encore aujourd'hui. Bon, je m'égare, mais je te laisse, Jérémy, peut-être revenir sur cette question des effets un peu pervers du mouvement. Oui, effectivement. Alors moi, à titre personnel, le body positive m'a beaucoup aidé parce que, en tant que créateur de contenu, quand on est beaucoup exposé et qu'on peut subir des remarques que moi aussi, je suis amené à prendre du poids alors que je suis diète, etc. Donc il y a aussi ces injonctions envers les diététiciens à manger super bien, avoir un corps parfait, etc. Voilà. Ce body positive, moi, m'a aidé. Après, effectivement, j'y vois des limites dans ma patientèle parce que voilà, les personnes en viennent à culpabiliser de venir me voir. Certaines personnes vont vouloir perdre du poids pour la santé. Aujourd'hui, ça devient même tabou sur les réseaux sociaux de dire qu'être en surpoids ou en obésité, oui, c'est être malade, c'est avoir des risques de tomber malade, avoir du diabète, etc. Il y a des groupes qui luttent contre cette idée qui est quand même prouvée scientifiquement. Et il y a vraiment des personnes qui soit annulent les rendez-vous, voilà, je ne me retrouve pas avec mes convictions, etc. Je voulais perdre du poids pour ma santé, mais là, on me conseille plutôt de m'accepter. La question à se poser, c'est, voilà, on entend tout ça, vous, qu'est-ce que vous voulez en fait pour vous? C'est super important de le remettre en place. Effectivement, ce body positive, dans tous les mouvements, on le retrouve aussi avec le féminisme. Moi, j'ai beaucoup aussi entendu sur les réseaux sociaux, voilà, si tu veux perdre du poids, c'est que tu n'es pas féministe parce que tu le fais pour ressembler à l'idéal du patriarcat. Je vais peut-être être horrible et me faire huer, mais moi, ça me dit que ces personnes féministes se disent que en fait, les femmes qui veulent perdre du poids sont des bécasses qui sont pas foutus de réfléchir par eux-mêmes. Et je trouve ça encore plus décrédibilisant. Voilà, l'idée, c'est vraiment, et moi c'est ce que je bosse en consultation, c'est ok, vous entendez tout ça, on remet les choses en place, vous, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Si on prend vos valeurs motrices, les valeurs motrices, c'est ce qui compte profondément pour vous, c'est votre source de motivation. Qu'est-ce qui compte pour vous, qui ne vous demande pas d'énergie? Parfois c'est la santé, parfois on va revenir à d'autres sujets que le poids, ça va être ne pas donner mes troubles alimentaires à ma fille qui vient de naître, donc en fait le poids n'est plus une question, mais je vais travailler sur mon rapport à l'alimentation, et vu que ça va améliorer le poids, ça sera la cerise sur le gâteau, on va dire. Mais ouais, effectivement, ce body positive, effectivement, ça aide, mais ça crée aussi de nouvelles injonctions à l'acceptation, de la culpabilité, parce que je ne pense pas qu'on puisse s'accepter à 100%. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'aimer. Moi, personnellement, j'aime pas mon ventre parce que j'étais obèse, j'ai perdu beaucoup de poids, donc ma peau est distendue, je n'aime pas ça. Mais ça n'empêche pas que je m'aime. Il faut oser le dire aussi, qu'on s'aime, c'est important. Donc voilà, il y a vraiment toute cette réflexion à avoir sur le sujet. Et voilà. Merci. Alors, on a pu survoler quelques risques finalement portés par les médias dans ce qu'ils véhiculent, effectivement, des injonctions nutritionnelles.
Il y a récemment une loi qui a été votée, donc une loi du 9 juin 2023, qui visait à encadrer un petit peu l'influence commerciale et notamment à encadrer bien les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, avec notamment la régulation de tout ce qui est affilié à des prescriptions thérapeutiques. Alors, moi, j'entends notamment parler beaucoup de l'Ozempic avec voilà, des personnes en situation d'obésité en Amérique qui font la promotion très clairement de ce traitement médicamenteux pour la perte de poids. Donc on voit bien qu'il y a une dérive forte également et qui arrive dans le milieu sanitaire par le biais d'un réseau social. Finalement, dans la question, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut échapper à ces injonctions nutritionnelles médiatiques. Alors, est-ce que vous avez des préconisations? Est-ce que vous voyez des avantages à l'usage de la presse, du média dans toute sa globalité, en passant du réseau social jusqu'aux émissions France Inter ou autres émissions radio? Est-ce que aujourd'hui vous les utilisez? Est-ce qu'il y a aussi peut-être un regard un peu historique de l'utilisation finalement de ce canal média avec un avantage pour sensibiliser, informer davantage? Oui, alors bon, oui, évidemment, les médias, c'est un outil, c'est pour le pire parfois, mais ça peut être aussi pour le meilleur. Donc, comme toujours, c'est pas blanc ou noir. On peut tout à fait imaginer que les médias, traditionnels ou moins traditionnels, au moins certains d'entre eux, essayent de contrebalancer tout ce qu'on a dit finalement, qui est quand même assez négatif en termes d'impact. Donc oui, alors là, il y a tellement de choses qui ont déjà été dites, qui seraient encore à dire sur, vous avez dit, l'acceptation de soi, sur je dirais tout bêtement, l'éducation aux médias, et ça ne vaut pas évidemment que pour l'alimentation. Et ça, moi, je trouve qu'il y a des choses qui se font. Je sais qu'il y a des enseignants dans leur classe qui travaillent là-dessus, si on laisse un petit peu le temps, et c'est très important. Les médias sont là, les réseaux sociaux, on les fera pas disparaître. Il y a des instances de régulation, mais je crois qu'on est très fort certains sont très forts pour contourner la loi et arriver quand même à faire des choses. Et donc finalement, je pense qu'il y a aussi vraiment ce côté éducation. Alors on pense toujours aux enfants à l'école, mais il y a les adultes également. C'est apprendre à décrypter une information, à se poser les bonnes questions, à avoir de l'esprit critique, qui n'est pas tout critiqué d'entrée de jeu parce que ça vient des autres, etc. Mais donc c'est un vrai travail en profondeur, identifier la source d'une information. Est-ce qu'elle est vraiment indépendante? Est-ce qu'elle est... c'est jamais facile, mais c'est évidemment un travail qu'on fait quand on fait un travail de recherche. Et puis moi je me dis aussi que face à cette obsession du manger sain, de perdre du poids, et à l'angoisse de ne pas faire les bons choix et la culpabilisation qui va avec, j'évoquais tout à l'heure un peu la sagesse ancestrale, retrouver le bon sens, montrer que l'alimentation, c'est pas, ça peut être aussi des choses finalement assez simples, assez évidentes. C'est très facile à dire, beaucoup plus difficile. Hier, je participais à un colloque où on parlait des scores, le Nutri-Score, l'éco-score, les labels. Moi, je crois que ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, c'est pas comme ça qu'on mange. On ne parle pas d'un bon aliment ou d'un mauvais aliment. Il faut parler d'une alimentation qui peut avoir de temps en temps ses excès parce que ça fait du bien, mais quand même pas trop. Bref, pour finir, je dirais, il y a un mot qui me paraît très important, mais qu'il faut bien comprendre, qui est de réhabiliter le plaisir alimentaire. Parce que les gens qui sont obsédés par le manger sain, ils ne sont pas vraiment dans le plaisir alimentaire. Alors le plaisir alimentaire, attention, c'est pas comme le disent parfois les industriels de l'alimentation, laissez-vous aller, arrêtez d'écouter ces injonctions à la santé, etc. Non, le plaisir alimentaire, pour moi, c'est pas laisser aller ses pulsions. C'est être attentif à son alimentation, mais encore une fois, sans obsession. Et comme je le disais, je crois tout à l'heure, le plaisir alimentaire, c'est pas du tout incompatible avec la santé, puisque, encore une fois, les nutritionnistes nous disent, si vous aimez manger, vous n'allez pas manger tous les jours la même chose. Vous n'aimez pas la monotonie alimentaire. Vous allez vouloir varier votre alimentation. Et en variant votre alimentation,
motivé par le plaisir, vous avez plus de chances d'arriver à l'équilibre nutritionnel. Donc le plaisir, c'est pas le plaisir pulsionnel, c'est pas le plaisir de juste satisfaction, j'ai faim, je mange et donc j'ai un plaisir entre guillemets, une satisfaction. C'est pas non plus le plaisir réconfort, parce que l'alimentation, elle a aussi cette fonction-là de réconforter. Ça, c'est encore un sujet très important et moi j'ai beaucoup travaillé sur la précarité alimentaire. Et j'ai fait des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'entretiens, et on voit bien le rôle que joue l'alimentation dans tous les milieux, mais peut-être parfois dans les milieux où on est déprimé, où on se sent nul, où, enfin, je ne vous fais pas tout le tableau, on n'a pas de boulot, on s'ennuie. L'alimentation, c'est vraiment le réconfort. Et c'est évidemment pas la meilleure alimentation qu'on peut imaginer. Vous savez bien que quand vous avez un petit coup de blues, vous n'allez pas vous mettre à grignoter, enfin vous peut-être, des rondelles de carottes ou des têtes de chou-fleur. Non, c'est pas vraiment vers ça qu'on a. Donc ça existe, je ne le dis pas, mais quand je parle du plaisir alimentaire, c'est vraiment le plaisir, on pourrait dire hédonique, mais c'est un peu redondant quand même. C'est-à-dire en fait le plaisir on reprend conscience, en pleine conscience, de ce que c'est que manger, de savourer, de déguster. Et là, du coup, il me semble qu'on n'a pas besoin d'en manger énormément, en tout cas pas plus que de raison, parce qu'on a repris ce contact, cette conscience de l'alimentation. On pense peut-être aussi à tous ceux qui ont préparé cette alimentation. J'ai travaillé aussi en restauration scolaire et on voit qu'on peut faire vraiment beaucoup bouger les lignes du gaspillage alimentaire quand on invite les élèves à reprendre conscience de ce qu'il y a dans leur assiette, des gens qui l'ont produit, du chef qui est dans sa cuisine, des gens qui ont servi, etc. Vous voyez, donc c'est vraiment cette reprise de conscience pour un plaisir alimentaire qui est raisonné, qui n'est pas je cède à mes pulsions ou je cherche que du réconfort, mais je prends vraiment plaisir à manger et du coup je n'ai pas besoin a priori de me goinfrer puisque je vais avoir la satisfaction avec la modération. Enfin, voilà ce qui vient en tête, mais je pense qu'on peut dire beaucoup d'autres choses. Moi je vais reprendre sur la question de comment accompagner ces informations. Et le mot qui me venait en tête en t'écoutant, Eric, c'était aussi la question de la viralité. En fait, les ados, les enfants aujourd'hui, ils n'écoutent pas la radio, ils ne regardent pas la télé. Ils écoutent des podcasts, ils sont sur Netflix, ils regardent les réseaux, ils suivent des youtubeurs. Ils n'ont pas, on n'a pas les mêmes références d'accès à l'information. Et cette question de la viralité, il me semble qu'elle est très importante, puisque c'est ce que tu disais un peu, Jérémy, tout à l'heure. À quel moment une information erronée, non sourcée, est transmise, mais d'un alter ego, c'est-à-dire d'un autre adolescent ou d'un autre jeune homme qui va diffuser, ou jeune femme qui vont diffuser une information qui est fausse et qui pourtant fait sens. Et ça me fait associer, au début d'Internet, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur la prolifération de sites qui avaient été interdits, alors autant qu'on peut interdire sur Internet, mais enfin, pro-ANA ou pro-MIA, donc des sites qui pouvaient promouvoir l'anorexie et la boulimie, et qui donnaient des conseils. Il y avait des forums de patients, d'autosupport entre guillemets, sauf que c'était plutôt du côté des effets pervers de la maladie. Et donc ça s'est évidemment un peu amoindri sur Internet classique, sur le web, mais pour autant, ça s'est beaucoup développé aussi sur les réseaux sociaux plus classiques, plus traditionnels. Et là, on retrouve des choses qui sont très dangereuses. J'ai exploré récemment un certain nombre de comptes dans lesquels on partage des tuyaux pour obtenir tel médicament, ce que tu évoquais aussi sur la question de certaines interventions chirurgicales, comment faire pour que la psy donne une bonne expertise avant le préopératoire, comment faire pour quels aliments sont plus facilement purgés, etc., etc. Donc, en fait, comme on n'a pas de maîtrise sur l'outil et que ça va bien plus vite que nous, et en même temps même que je vous parle, mon propos est déjà obsolète, je pense que c'est intéressant de discuter avec ces enfants. C'est très basique ce que je vais vous dire, mais d'essayer d'interroger le contenu. Qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Quelles sont les vidéos qui reviennent le plus? Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que tu suis des acteurs? Est-ce que tu suis des influenceurs, des sportifs? Et c'est la même chose sur les jeux vidéo.
à quoi t'aimes jouer, avec qui, en réseau, pas en réseau. En fait, c'est d'essayer de restaurer une communication. Et puis, pour terminer sur ce point, Eric réintroduisait la question de plaisir, et la question de plaisir réfléchie, si je puis dire, enfin, en tout cas pas pulsionnelle. Et moi, je rajouterais un point qui est celle de la convivialité et du partage, qu'on oublie, ce moment convivial qui est le repas. Donc aujourd'hui, on sait que c'est un des effets très compliqués dans les familles aussi, hein, que chacun est dans son espace avec, encore une fois, son écran, et qu'est-ce que c'est de manger tous ensemble, et puis de rappeler que les patients qui souffrent de troubles alimentaires n'arrivent plus à manger sous le regard de l'autre. Et donc, de réinstaurer des temps, nous on fait ça à l'hôpital, hein, des repas thérapeutiques, ou on a appelé ça récemment dégustation ludique, où on fait des jeux en mangeant avec des patients. Enfin, en tout cas, voilà, cette notion du partage aussi me semble très importante et précieuse à penser aujourd'hui. Juste en un mot, ça fait tout à fait penser à une formule que j'aime bien, qui est de dire que l'acte, le manger tout simplement, c'est 3 fonctions fondamentales qu'on vient d'évoquer: se nourrir, se réunir, se réjouir. Bon, ça rime, c'est facile à se souvenir, mais c'est exactement ça. Quoi, je vous rejoins tous les deux, remettre de la conscience, avoir un regard critique, etc. Et par rapport à la consommation des réseaux, vraiment aussi poser la question sur l'impact émotionnel de ce qu'on voit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se comparent constamment. Je pense que ça, malheureusement, on ne pourra jamais s'en défaire. Mais on peut apprendre à valoriser les choses avec un psy. Il y a de plus en plus de diététiciens qui se forment aussi à la psychologie, en restant à notre place de diète quand même. Hein. Mais voilà, vraiment privilégier l'écoute, effectivement, de l'impact que ça a. Moi, je conseille à mes patients parfois de supprimer un compte Instagram, même si c'est le mien. Je suis soumis aussi à beaucoup de commentaires. J'ai repris le sport l'année dernière pour une grosse épreuve sportive, et voilà, j'ai reçu des messages comme quoi j'étais culpabilisant parce que je fais du sport, alors que je n'incite pas à faire du sport, je partage juste un moment dont je suis fier, etc. Donc il y a aussi remettre le curseur au bon endroit. C'est quand on voit des images, est-ce que la personne est culpabilisante, ou est-ce que la culpabilité vient de moi-même? Ces personnes, quand elles me disent voilà, t'es culpabilisant parce que je te vois courir très souvent, alors oui, parce que je m'entraîne pour une épreuve sportive, c'est en aucun cas pour améliorer ma silhouette, etc. Mais en fait, le raccourci est tellement rapide. Et se poser la question, et la question que je pose surtout aux personnes qui m'envoient ça, c'est ok, tu culpabilises, mais est-ce que tu as envie de courir? Bah non, j'aime pas la course à pied. Pourquoi tu culpabilises? En fait, on est tellement ancré sur ce qu'on voit sur les réseaux que ça devrait être la nouvelle norme. Voilà, faire énormément de sport, avoir 3 sociétés, faire du batch cooking pour avoir des plats faits maison H24 au détriment de la santé mentale, avec toute la charge mentale que ça implique, etc. Donc voilà, ne pas se comparer, se valoriser. Il y a des personnes qui se sont mis par exemple à courir en me voyant. Et là, j'ai encore des messages. Oh là là, je suis nul, j'ai tenu 2 km. Oui, moi aussi, en fait, la première fois, j'ai couru 2 minutes. Donc, on remet les choses en place. Donc, premièrement, je me compare. La valorisation, c'est quoi? Ok, je me mets à courir, je suis super fier de moi parce que j'ai réussi à courir 2 minutes. Et si mon objectif, c'est de courir plus, bah voilà, après, j'aurai 5, 10, et puis ça se trouve, je ferai un marathon, etc. Donc, vraiment remettre de la conscience un peu partout, finalement, et s'éloigner de toutes ces injonctions et remettre vraiment de la conscience au niveau des repas, au niveau du corps aussi. C'est important de constater le plaisir qu'on a. Il y a des personnes qui vont à la salle aujourd'hui parce que c'est à la mode, qui font du crossfit parce que c'est à la mode. Et quand on leur demande est-ce que c'était bien, est-ce que tu as pris du plaisir, bah non, pourquoi vous le faites? C'est à la mode. En fait, il faut vraiment revenir aux fondamentaux. C'est voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me fait du bien, et qu'est-ce qui est bon pour ma santé globale. En fait, si c'est de faire du sport, ok, mais si pour ma santé mentale, aller à la salle de musculation, c'est pas ouf, bah, je vais aller faire de l'équitation. C'est du sport, c'est très bien, et je prends du plaisir. Hier soir, je suis tombée sur une vidéo Instagram d'une journaliste, je crois, enfin je te l'ai montré tout à l'heure, qui parlait d'un nouveau type d'influenceuses sur les réseaux, qui étaient des influenceuses issues de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a des comptes qui sont souvent gérés par des messieurs qui ont des intentions pécuniaires autour du trafic du corps de la femme, pour le dire comme ça, en tout cas de la prostitution, et donc qui génèrent des influenceuses qui... Je ne peux pas vous diffuser la vidéo là, mais il y a quelques mois encore,
elles étaient un peu robotifiées, je ne sais pas comment si ça se dit. Là, on ne peut pas faire la différence entre une personne réelle et une personne issue de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça produit? Alors évidemment, vous imaginez bien qu'ils n'ont pas choisi n'importe quel profil et que c'est des jeunes femmes hypersexualisées, extrêmement minces, avec des attributs féminins très développés, etc., etc., dans des tenues particulières. Bon. Ce que disait la journaliste, c'est que c'était précisé souvent dans leur bio qu'elle n'était issue de l'intelligence artificielle, mais que finalement, les gens oubliaient que c'était des influenceuses qui n'existaient pas dans IRL, comme on dit. Donc, on passe un nouveau cap aussi, et de toujours reprendre cette question de l'éducation au monde numérique. Je pense que c'est vraiment l'avenir de la prévention dans les années à venir, hein, parce qu'on est loin d'imaginer ce qui se passe. On parle de l'IA et je trouve ça super intéressant de se dire, voilà, cette femme n'existe pas. Je veux dire un truc horrible, mais il y a certaines influenceuses réelles qui n'existent même pas elles-mêmes parce qu'elles sont photoshopées, parce que leur corps est pris à telle heure avant de le petit-déj, avec telle lumière, etc. Et dans la vraie vie, en fait, c'est pas ça. Pour le coup, tout est scénarisé. Beaucoup de personnes complexes et culpabilisent parce qu'elles se disent, voilà, je fais pas assez de sport. Il ne faut pas aussi oublier non plus que certaines influenceuses sport sont payées, entre guillemets, pour faire du sport toute la journée, pour avoir ce corps. Et voilà, certaines influenceuses n'existent même pas elles-mêmes, et je trouve ça un peu tragique. Donc vraiment apprendre à prendre de la distance là-dessus aussi. Bon, un sujet pour les prochaines rencontres. François Rabelais, l'IA, je crois qu'elle est ressortie dans beaucoup de tables rondes. Écoutez, j'espère qu'on aura su répondre à 3 objectifs, vous nourrir, vous réunir, vous réjouir. Merci pour ce mot de la fin. On va remercier nos intervenants et on va vous donner la parole pour un temps de questions-réponses. Merci à vous. Merci. Alors, les micros sont positionnés dans la salle. Est-ce qu'il y a... oui, tout en haut, il y a effectivement une personne qui lève la main. Je ne sais pas si on peut baisser un peu cette lumière, mais on ne vous voit pas très bien. Oui, merci pour le constat et l'analyse. J'aurais une question sur... Parce que je rebondissais, il y a écrit comment y échapper du coup à ces injonctions nutritionnelles. Est-ce que on n'a pas évoqué ensemble le fait de cuisiner? Est-ce que ça fait partie d'ailleurs d'une pratique thérapeutique dans ce que vous faites? Cette question d'atelier cuisine, par exemple, en milieu hospitalier, c'est un outil thérapeutique extrêmement intéressant. Alors, pour ma part, aussi intéressant soit-il, je trouve qu'il faut faire face à des injonctions sanitaires, d'obligations, je ne sais pas quoi, médico-légales, je ne sais même pas comment le dire. Voilà, il faut faire face à aussi des problèmes sanitaires parfois un petit peu compliqués à mettre en place, mais c'est un outil formidable. C'est un outil formidable. Si on ne peut pas le faire en atelier, je trouve que c'est extrêmement intéressant le partage des repas, que chacun amène quelque chose qu'il a cuisiné lui, qui explique sa recette, d'où ça vient, de parler aussi de nos madeleines de Proust, enfin, que les patients puissent parler aussi de leur rapport à la cuisine, ce que tu disais Eric aussi sur l'héritage que l'on a dans nos familles, dans la façon de se nourrir, que représentaient les repas pour nous quand on était enfant, etc. Donc oui, c'est un vrai outil extrêmement intéressant. Et je rajouterai rapidement que la période Covid a été très intéressante de ce point de vue-là, puisqu'on a vu, pas tout le monde, hein, mais un certain nombre de familles dans lesquelles on s'est remis un peu à cuisiner. Et on l'a fait en famille, etc. Et, alors, je ne dis pas partout. Il y a aussi eu des familles où ça a été la double peine pour la femme, puisque c'est souvent elle, quand même, le plus souvent, qui cuisine et qui n'avait pas forcément choisi de faire de repas du matin au soir pour tous les membres de la famille. Mais pour d'autres personnes, ça a été... Alors,
Évidemment, on est revenu quand même assez vite au monde d'avant, puisque après, on est repris, happé par le rythme de vie, etc. Mais la cuisine, moi, je trouve que c'est vraiment un moyen extraordinaire, si c'est bien fait, évidemment, de se réapproprier l'alimentation, à condition évidemment que là encore, les gens ne cherchent pas à se comparer aux autres et à se dire mais moi je suis mauvaise cuisinière ou mauvais cuisinier, je ne vais pas y arriver, mais on arrive à faire des choses simples et je trouve extrêmement intéressantes dans ce domaine-là parce qu'on reprend contact tout bêtement avec les aliments. Et je pense qu'on prend contact aussi avec soi, parce qu'on remet de l'écoute. Il faut vraiment voir l'acte de se faire manger comme un acte d'amour. Moi, c'est souvent ce que je dis aux patients. Ils ont souvent tendance à aimer cuisiner pour les autres, mais pas pour eux-mêmes. Donc là, il y a souvent un problème d'estime de soi aussi. Et la cuisine peut permettre de travailler là-dessus. Moi, je ne fais pas d'atelier, mais je travaille vraiment aussi à flexibiliser l'alimentation et à sortir de toutes les injonctions. Je fais souvent travailler mes patients sur le plaisir et la frustration. Voilà, sur une semaine, ils vont me noter toute la frustration qu'ils ont eue, essayer de savoir d'où elle vient. Typiquement, voilà, j'ai mangé des brocolis, du riz, du poulet, comme on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, là, j'ai 10 sur 10 de frustration, 2 de plaisir. Souvent, la conséquence, c'est qu'on va aller se réconforter avec du chocolat l'après-midi. Donc ça, c'est pas fonctionnel. Et les devoirs pour la prochaine fois, en fait, c'est OK, qu'est-ce que je peux faire sur cette assiette qui est un peu insipide, pas pour tout le monde, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer, mettre de l'amour et souvent ça booste aussi l'estime de soi. Ça permet aussi d'avoir de la curiosité au niveau de l'alimentation, d'intégrer des nouvelles habitudes et d'être autonome. Surtout, c'est super important pour se détacher justement des réseaux, même si les réseaux aident à avoir des recettes saines, en faisant la part des choses, en cuisinant des trucs qu'on aime aussi, quoi. Merci. Ça fait écho également, on en parlait, mais on se demandait est-ce qu'il y a encore des émissions de cuisine qui sont diffusées. Et finalement, oui, on se rend compte qu'on est quand même dans une époque où on a du Top Chef, on a du plus grand pâtissier, et pour autant, on a des pratiques culinaires qui se sont considérablement perdues. Donc, beaucoup d'informations, mais finalement, la mise en pratique, il y a quand même un grand écart. Donc, l'information ne suffit pas, finalement, à la pratique. Il y a une autre question. Quelqu'un a un micro déjà ? Il y a une personne juste ici et ensuite juste ici, s'il vous plaît. Juste là, au 4e rang. Vous ne pouvez pas toucher le micro, je crois. Ah bon ? Ben c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Allez-y. Bon. Écoutez, en fait, je voudrais faire une remarque et poser une question qui, sur un sujet vraiment que vous avez tous frôlé et qui correspond au titre, c'est-à-dire injonction nutritionnelle médiatique, comment y échapper. Alors, vous avez dit que, en ce qui concerne les réseaux sociaux et les injonctions, ben, c'est immaîtrisable. Vous avez parlé de l'éducation aux médias, mais je dirais que finalement, si on veut globalement vis-à-vis d'une population d'enfants et d'adolescents, finalement essayer de répondre à cette question, ça n'est pas, c'est de la prévention, parce qu'une fois que c'est sur les réseaux sociaux, c'est trop tard, et donc c'est pas les sociologues, c'est pas les psychologues, c'est surtout pas les influenceurs et les influenceuses, c'est en fait 2 sortes de personnes, les parents et les enseignants. Donc c'est de l'éducation, non pas aux médias, enfin aux médias ça compte beaucoup, pas seulement sur le sujet de la nutrition, mais l'éducation nutritionnelle, et ça c'est absolument fondamental, et je crois que s'il y a un des messages qui devrait partir de cette table, c'est que pour effectivement que les enfants et les adolescents ne soient pas complètement sujets à toute cette gabegie d'injonctions, c'est qu'ils aient des principes qui correspondent un peu d'ailleurs à ce que vous avez dit en parlant du bon sens de nutrition et qui sont de l'éducation nutritionnelle. Font ça. Oui. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dirais juste que ne parlons même pas d'éducation nutritionnelle, mais plutôt d'éducation à l'alimentation. Parce que le pays au monde qui, depuis longtemps, a fait le plus d'éducation nutritionnelle, ce sont les États-Unis. Vous avez la pyramide alimentaire absolument partout. C'est pas pour autant, enfin, on le sait bien, que c'est le paradis de la bonne alimentation. Donc, éducation, bien sûr, éducation à l'alimentation dans toutes ses composantes, pas que, mais c'est ça que vous vouliez dire, j'imagine, pas que l'aspect purement nutritionnel. L'alimentation, c'est pas que de la nutrition, même si la nutrition, c'est évidemment essentiel.
Merci. Alors, monsieur. Bonjour. Voilà, depuis 2010, le repas à la française est inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Or, d'après ce que vous dites, vous avez surtout parlé de problèmes individuels, hein, pas en fin de compte de problèmes de convivialité, de repas ensemble. En fait, il y a quand même ce plaisir aussi de partager quelque chose à plusieurs autour d'un repas. Et donc, peut-être réinstaurer justement dans les familles, peut-être un repas au moins par jour en famille, par exemple. Ça me paraît être une idée à rebooster, quoi. C'est vrai que moi je peux faire un petit retour. C'est vrai que alors nous on accueille des enfants en situation d'obésité très sévère à l'hôpital Clocheville à Tours. Et souvent ce qu'on diagnostique c'est une vraie problématique et un besoin de guidance parentale. En fait, avant même de parler de nutrition, on a aussi, et je pense que Caroline, je pense que tu pourras rebondir, mais il y a un vrai... Il y a vraiment une vraie problématique dans les règles et le cadre, en tout cas éducatif, que je vais pouvoir poser pour sécuriser mon enfant. Et souvent, les parents nous relatent que le temps du repas, potentiellement, c'est un conflit de plus et qu'en fait, ils n'ont plus envie. Ils n'ont plus envie que ce soit un conflit, donc on lâche. On met un écran, effectivement, on va lâcher sur la typologie des aliments et on n'a plus le souhait, en tout cas, c'est vécu comme un combat. Et donc, je crois qu'il faudrait aussi qu'on apporte des codes aussi à cette génération de nouveaux parents, trentenaires, qui sommes la nôtre, Jérémy, sur comment, finalement, on n'a peut-être pas eu cette transmission culinaire, on a grandi avec des réseaux, avec des messages biaisés, et de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir élever, dans toute la globalité de ce terme, nos enfants vers une pratique alimentaire qui soit la plus saine possible, tout en leur redonnant confiance. Et on a beaucoup parlé de la notion de fierté, d'estime, de confiance. Je crois que c'est un angle d'attaque qui sont les compétences psychosociales, comme on les appelle vulgairement. Mais peut-être que c'est un vrai sujet, en fait. Comment redonner confiance en l'individu à suivre ses propres codes, ses propres règles. Voilà, donc ça me fait écho effectivement ce que vous dites, monsieur, sur ce sujet-là, de la guidance parentale et éducative. Après, on oublie souvent aussi qu'il y a pas mal de croyances chez les parents et les parents de parents, avec tout ce qui est reliquat de la guerre, la peur de manquer, etc. Je trouve que ça biaise aussi tout le rapport à l'alimentation. Il y a aussi beaucoup, avec les années 70, 50, même avant, le corps de la femme qui devait être en petit tailleur, toute mince, etc. Moi, j'ai énormément de patientes, pour le coup, qui subissent les injonctions des parents et des vieilles croyances de voilà, il ne faut pas manger féculents le soir, etc. Et on en est encore là. Et on parlait d'éducation à table, je trouve que c'est super compliqué, parce que quand moi je fais le point avec des patients qui sont beaucoup plus jeunes, des ados, alors j'ai pas d'enfants parce que je suis souvent en visio et c'est très compliqué les enfants en visio, souvent les parents sont eux-mêmes perdus. Ce qu'on voit à l'école sur les ateliers d'éducation nutritionnelle, il y a la Grosse Asso, qui est une association anti-grossophobie, qui a publié un exercice de 4e, je crois, d'SVT, où on demandait aux élèves de calculer un IMC avec des préjugés, mais voilà, Kylian mange des frites, donc il est obèse, etc., etc. Et même à l'école, en fait, on apprend des choses qui sont totalement obsolètes. Donc il y a ça, il y a ce qu'on apprend à l'école, remettre à jour le programme, ce qui est super important, faire intervenir des diètes qui sont formées à l'école, ça serait important, mais souvent ça manque de budget. Et vraiment, la base, et souvent c'est le cas pour les consultations diététiques pour les enfants, la plupart du temps, c'est sur les parents qu'on travaille le plus, parce que les enfants n'ont pas le contrôle, donc c'est important aussi d'éduquer les parents. Et pareil, dans toutes ces quinquophonies, et même au niveau économique, quand ils vont faire les courses, malheureusement, la première chose qu'on voit quand on rentre chez Carrefour, 3+1 offert sur le cordon bleu, sur les chocos, et il y a tout ça qui se mêle, donc c'est important, pour moi, d'éduquer en premier lieu les parents. Alors, les parents font comme ils peuvent, malheureusement, aujourd'hui, avec les outils qu'ils ont eus. Mais de se remettre en question, c'est super important. Et moi, c'est souvent un frein que j'ai en consultation pour pouvoir éduquer les enfants et surtout aussi ne pas oublier les traumas qu'ont les parents. Parce que souvent, alors c'est pas la faute des parents si on a des TCA, mais aussi parler du rapport à l'alimentation des parents, au rapport au corps, c'est super important aussi.
Merci. Alors, il y avait une question juste ici. N'hésitez pas s'il y a d'autres personnes à vous manifester. Comme ça, mademoiselle pourra venir jusqu'à vous. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai deux choses à dire. Premièrement, on parlait du Covid, du confinement. Moi, je me souviens des émissions régionales, je crois, ou nationales, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça concernait la réouverture du McDonald's d'Orléans. Et je me souviens que le journaliste a interviewé une personne qui était absolument ravie parce qu'enfin, elle allait pouvoir manger. Eh bien, moi, premièrement, je pense que déjà, ce genre de reportage, il n'aurait pas dû passer à la télévision parce que c'est anormal de laisser passer un tel message. C'est ce que je voulais d'abord dire. Deuxièmement, ce que je voudrais dire aussi, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas non plus, parce que moi aussi j'en ai fait partie, de cette génération qui, dans les années 60-70, on a été matraqué par tout ce qui concerne toutes ces publicités pour les produits industriels. Bien sûr. Alors aujourd'hui, je ne comprends même pas qu'on veuille nous culpabiliser, nous, parce qu'on a été complètement intoxiqués par tout ça. Et aujourd'hui encore, donc ça continue un petit peu moins, mais en plus, aujourd'hui, les industriels vous fournissent, comme disait Koff, nous fournissent de la merde. Et le problème, c'est que les gens achètent ça. Et malgré qu'ils sachent, je ne sais même pas s'ils savent que c'est de la merde, mais de toute façon, ils ne peuvent acheter rien d'autre. Parce que moi, l'année dernière, ou il y a 2 ans, justement, l'UHCA a fait un forum justement sur les fruits et légumes. Mais quelle est la proportion de personnes en France qui sont capables d'acheter des fruits et légumes de bonne provenance qui vient directement du producteur? Il n'y en a pas. En ce moment, ce ne sont que les grandes surfaces qui vous fournissent que des cochonneries et des produits industriels de ce genre. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, les gens, on les culpabilise maintenant, mais non, ils n'ont pas à culpabiliser. On les a complètement matraqués, on les a façonnés pour acheter ce qu'on veut leur vendre. Donc forcément, aujourd'hui, il y a des problèmes de santé publique. C'est ce que je voulais dire. Oui, merci pour votre propos. Ça rejoint peut-être la remarque tout à l'heure de Julie sur la question des classes sociales. Aujourd'hui, je trouve qu'on entend quand même un discours, alors injonction peut-être, mais peut-être pas, de circuit court, de bien sourcer ses produits, de vin nature, de tout ça. Ça ne concerne pas toute la population, évidemment. Je crois qu'il ne faut pas être dupe de ça, et que bien sûr, la facilité et la facilité et la réponse aussi financière, elle est d'aller vers des produits industrialisés. Donc c'est un débat et un défi, là encore, très important pour les années à venir. Madame évoquait la difficulté, quand on vit en région parisienne, d'accéder à des petits producteurs et de redire effectivement que c'était surtout les grands supermarchés ou petits supermarchés en tout cas qui étaient accessibles. Mais ça vient bien poser la question de la responsabilité collective, de la responsabilité d'un État, d'une politique qu'on veut porter ou pas. Alors, on a une politique quand même nutrition. Je ne sais pas si Jérémy, tu veux en parler un petit peu ou si tu veux que je développe. La politique nationale nutrition-santé, en fait, quand même, en 2001, on peut saluer le fait que l'État se soit dit, en France, on n'a pas de politique nutritionnelle, lançons une politique nutritionnelle qui s'appelle le PNNS. On peut le critiquer puisque, évidemment, ce PNNS, il a une approche quand même très purement individuelle et produit, aliment. Même si, sous son 4e volet, on commence à voir la question de la convivialité, de limiter le temps d'écran. On tend vers ça. Mais voilà, l'activité physique qui commence à prendre cette place. Mais voilà, quelle place fait le journalisme, la communication, le marketing, l'État à l'alimentation dans son acte le plus simple qui est celui de se nourrir. Et ça, c'est une vraie question collective qu'on doit se poser aujourd'hui. Ça, j'en suis d'accord. Donc,
On peut éduquer à titre individuel, on peut éduquer des groupes de population, mais il nous faut des fortes orientations. On y travaille, hein. À Tours, on a quand même la Cité internationale de la gastronomie, on a tout de même, il y a un service alimentation au niveau de la ville de Tours, il y a des actions tout de même qui se mènent, mais pas assez fortement à l'échelle nationale. En même temps, on a un lobby qui est tellement fort versus un ministère de la Santé qui fait ce qu'il peut et qui change tout de même tous les 5 ans. Ça n'est pas simple. Donc, c'est aussi nos actions et notre responsabilité individuelle qui vont permettre de porter ces actions. Voilà. Et des colloques comme celui d'aujourd'hui, c'est aussi porter cette parole encore plus loin. Mais voilà, la question du changement collectif et du mouvement, elle va venir de nous tous, en fait, du collectif. Et je crois qu'on a un pouvoir. Les consommateurs, les mangeurs, on a un pouvoir. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Monsieur, je vous tourne un peu le dos. Ah oui. Oui, vous parlez de la culture de la gastronomie, mais en fin de compte, est-ce que justement ça ne crée pas... Parce que l'image de la gastronomie, notamment avec les étoilés Michelin, maintenant, ça tend à donner une sorte de vision absolument inaccessible ou très privilégiée de ce qu'est la gastronomie. Alors que la gastronomie, c'est quoi? C'est déjà de la convivialité, c'est du temps partagé, etc. etc. Donc, vous dites que oui, on a des éléments de communication sur la gastronomie, mais finalement, il y a peut-être une décorrélation et les gens qui ont moins de moyens ne se sentent pas concernés parce qu'ils se disent, de toute manière, la gastronomie, c'est du 3 étoiles et moi, je ne peux pas. Et à partir de là, je lâche. Est-ce qu'il n'y a pas un problème peut-être de communication à ce niveau-là en disant bien, non, la gastronomie, c'est quelque chose d'accessible à tout le monde, avec des coquillettes, un oignon et du jambon, je vais faire quelque chose de bon parce qu'en plus, on va le manger ensemble, on va prendre le temps de le manger. Et là, il y a peut-être une décorrélation sur ce qu'est la gastronomie. Merci. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est vrai qu'on faisait référence tout à l'heure à l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité du repas gastronomique des Français. Et c'est vrai que je trouve que le terme gastronomique, il n'est pas bienvenu parce qu'il n'est pas compris. Alors bien sûr, on explique que le repas gastronomique des Français, ce n'est pas le repas dans un restaurant étoilé, c'est le repas du dimanche, quand on met en famille les petits plats dans les grands, etc. Mais voilà, moi je pense que le terme a eu quand même, pour certaines personnes, un effet... c'est pas pour moi. Hein. Et donc c'est très dommage parce que le but là, c'est d'embarquer le maximum de gens, comme on l'a dit, vers la redécouverte finalement d'une alimentation qui soit certes nourrissante, mais qui donne du plaisir, qui soit partagée en famille ou avec les amis. Donc je suis d'accord avec ce que vous dites. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans l'Assemblée sur ce vaste sujet, voilà. Pas d'autres réactions? Bon, eh bien, très bien. On va vous remercier en tout cas de votre participation. Merci. Remercier les intervenants. Et vous souhaiter à toutes et à tous une très belle soirée en Touraine.